mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir à tous. Le président Macron l'a affirmé en toute clarté récemment devant les députés de sa majorité. Selon lui, les élus détiennent une légitimité supérieure qui leur permet, par exemple, d'imposer une loi sur les retraites, même si les gouvernés manifestent massivement qu'ils n'en veulent pas, aussi bien par l'intermédiaire des représentations syndicales unanimes, comme c'est le cas, que par l'affluence lors des journées de mobilisation. Cette affluence fut-elle historique ? C'est la magie de la représentation politique qui peut se transformer en représentation-confiscation du pouvoir par les représentants au détriment des représentés. C'est vieux, non pas comme le monde, mais presque peut-être comme l'Occident depuis le Moyen-Âge en tout cas. Notamment, cette confiscation, elle se fait lorsqu'une constitution, comme celle de notre 5e République, permet au gouvernement, avec le fameux article 49.3, d'imposer une loi sans même qu'elle soit mise au vote des députés, des élus de l'Assemblée nationale. Théoriquement, puisqu'il n'y a aucune sanction électorale possible désormais avant 2027, le quinquennat du président et celui de l'Assemblée étant ajustés, le président Macron et son gouvernement peuvent imposer des lois tout au long des 4 années qui viennent, à leur convenance, en veillant juste à ce que suffisamment de députés du groupe allié des Républicains s'abstiennent de voter une motion de censure qui ferait tomber le Premier ministre. Alors j'ai dit des lois à leur convenance, heureusement ça n'est pas tout à fait vrai. Les lois doivent respecter quand même un certain nombre de formes, de principes constitutionnels. Il y a des limites, et ce sont des limites, celles de l'état de droit, selon une expression convenue, qui sont celles de la Constitution. Ça tombe bien, mon invité de ce soir, Laureline Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vient de faire paraître un livre qui s'appelle « La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel ». Laureline Fontaine, vous êtes professeure d'histoire du droit à la Sorbonne. De droit constitutionnel. Pourquoi j'ai dit histoire du droit ? Ben voilà, c'est parce que je suis historien. C'est ça. Désolé. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle, mais le Conseil constitutionnel, c'est une institution historique de la Ve République. C'est lui donc qui apparaît en ce moment notamment comme possiblement un recours pour réussir ce que la rue, les syndicats n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire empêcher le passage de cette loi sur les retraites. Alors malheureusement, quand on vous lit, on n'est pas très optimiste parce que votre bilan est quand même assez accablant sur le fonctionnement de ce Conseil, qui a pourtant, et vous partez de là, très bonne presse, hein, vous parlez d'un imaginaire aimable. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire politique, à la vie politique, c'est le Conseil des sages qui a eu à sa tête des personnalités vraiment éminentes, en particulier Robert Badinter récemment, qui seraient donc super partes, comme on dit en latin, au-dessus de tous, hein, qui mettrait un peu tout le monde d'accord, qui arbitrerait et qui protégerait les libertés et les droits. Vous dites qu'en fait, ça n'est que de la com, et vous êtes d'autant mieux placé pour le dire que vous ne le dites pas d'un point de vue politique, du point de vue d'un engagement militant, vous le dites du point de vue d'une juriste, hein, d'une technicienne du droit constitutionnel. Vous dites même, vous allez très loin en disant que le fonctionnement actuel de ce Conseil constitutionnel n'en fait absolument pas en réalité une cour suprême, hein, un garant des droits des citoyens, et qu'il est incompatible, je vous cite, avec les principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. Donc ça ne nous rassure pas pour ce qui va se passer bientôt avec la réforme des retraites qui va être soumise au Conseil. Vous nous dites aussi, on va y revenir, que ce Conseil est sous influence, hein, que ses membres n'échappent pas du tout au conflit d'intérêts. Peut-être qu'on peut commencer en revenant un petit peu sur ce que c'est quand même que cette institution, ce Conseil des 9 qui est censé être au sommet de notre 5e République. Oui, le Conseil constitutionnel a été créé en 1958, donc avec la Constitution de la Ve République. Tout au départ, il est seulement conçu comme une instance qui a pour objet de protéger le pouvoir exécutif des empiètements possibles du pouvoir législatif. Parce qu'en fait, la 5e, elle naît en réaction à la 4e, où l'Assemblée fait la pluie et le beau temps, mais de telle manière qu'elle défait constamment les gouvernements qui tombent et qui sont ainsi empêchés de gouverner. Donc le général de Gaulle, qui arrive un peu comme le sauveur, il fait une constitution où il dit, bon, on va réserver un domaine au gouvernement et on va créer une instance capable de nous protéger
des incursions du législateur, si les majorités sont un peu trop instables. Et puis, alors ça fonctionne comme ça, pendant quelques années, on appelle le Conseil le chien de garde de l'exécutif. Et puis, un jour, en 1971, un des membres du Conseil constitutionnel, lors d'une délibération sur une loi qui était très importante, puisqu'elle restreignait la liberté d'association, dit « Partout en Europe, il existe des cours constitutionnels dont la mission est de protéger les droits et libertés qui sont inscrits dans la Constitution, à l'image un peu de notre déclaration des droits de l'homme. Donc pour chaque pays, il y a une déclaration ou des droits qui sont inscrits dans la Constitution, comme en Italie ou en Allemagne. Et il existe une cour qui est chargée d'opposer aux législateurs, donc d'opposer à une majorité politique du moment, eh bien, une atteinte portée à ses droits et libertés. Et donc, ce membre du Conseil dit il faut que nous prenions ce train-là, parce que finalement, nous sommes à l'écart des démocraties européennes. Et donc, le Conseil rend une décision importante, puisqu'il déclare que la loi qui restreignait la liberté d'association n'est pas conforme à la Constitution, c'est-à-dire à un principe. Donc, au-delà de la répartition du pouvoir entre le gouvernement et le Parlement, à un principe, à une valeur qui est censée, on va dire, incarner la manière dont on conçoit notre société politique. Et là, en l'occurrence, c'était la liberté d'association. Là, on était sous Pompidou, donc, hein, si je ne me trompe pas. En 71, il censure, oui, absolument. Il censure cette décision. Il censure cette loi, donc il l'empêche de rentrer en vigueur. Et c'est un commencement, d'une nouvelle logique. Alors c'est le commencement d'une nouvelle logique et d'une légende qui allait naître, parce que c'est vrai que sur le moment, cette décision, elle est vraiment importante. Il en rendra quelques-unes. Ensuite, il y a une grande décision en 1977 sur la fouille des véhicules, où le Conseil associe le fait pour les autorités de police de faire ouvrir le coffre d'une voiture à une perquisition d'un domicile privé. Et donc, en l'absence de garantie judiciaire, c'est-à-dire en l'absence d'intervention d'un magistrat, il censure le dispositif en disant « ça n'est pas garanti suffisamment ». Donc, il y a une atteinte trop forte, excessive à un droit qui est considéré comme fondamental. À partir de ce moment-là, et à partir surtout du moment où vous avez cité Badinter, où Badinter donc, prend la présidence de cette institution, donc en 1986, eh bien, il n'a de cesse que de lui donner une bonne image et que de convertir cette institution en juge, ce qu'elle n'était pas jusqu'alors, puisque, en fait, de notoriété publique, on y trouvait donc des politiques, des anciens politiques qui n'avaient aucune expérience juridique, qui en plus montraient leur connivence, on va dire la pérennité de leur connivence avec le pouvoir politique. Et donc, ça n'était pas très sérieux, et ça n'était pas notamment très sérieux au regard des pays étrangers qui regardaient ça avec circonspection. Donc, il a eu une action en ce sens. Il a beaucoup collaboré avec la presse, et la presse s'en est emparée à partir de la fin des années 80, début 90, pour faire de cette institution un élément légitimant la critique par la presse de l'exercice du pouvoir politique. Vous dites qu'il y a une forme de sacralisation de l'institution. Oui, même. Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit s'étaler partout l'idée de sages, les sages de la rue de Montpensier, là où est le Conseil constitutionnel à Paris. Près du Palais Royal, hein, c'est ça ? En fait, c'est une antenne du Palais Royal. Hein. C'est l'aile gauche, comme on dit, du Palais Royal. L'aile droite étant représentée par le Conseil d'État. Et encore une autre partie de l'aile droite par le ministère de la Culture, d'ailleurs. Donc, ces sages de la rue de Montpensier donc, sont censés, à partir de ce moment-là, être un rempart contre les majorités politiques volatiles qui voudraient faire un peu ce qu'elles veulent. Et effectivement, à ce moment-là, naît un peu une rhétorique entre ceux qui s'inquiètent du gouvernement des juges. Vous avez rappelé tout à l'heure ce qu'a dit Macron sur la légitimité absolue de la représentation nationale. Sauf que, alors peut-être préciser deux choses avant de continuer, c'est que la Constitution française dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants ou, et ce ou est très important, par la voie du référendum. C'est-à-dire qu'on pense que le peuple peut s'exprimer aussi par la voie du référendum, et sa voix est
au moins équivalente à celle de la représentation nationale. Donc il n'y a pas de supériorité, pas du tout. Il y a une alternance possible entre les deux. Et en plus, donc on donne au Conseil constitutionnel la capacité de contrôler la loi par rapport à une parole qui apparaît comme plus fondamentale que celle de la représentation du moment, à savoir celle de la Constitution. C'est la vieille idée des Lumières, en fait, de Montesquieu, qui est qu'il faut limiter par le droit les abus de pouvoir possibles du politique, quand bien même ceux qui sont en charge du pouvoir politique ont été élus. Et on sait bien qu'avec les épisodes du 1er XXe siècle, l'arrivée au pouvoir, par exemple, du parti nazi par les urnes, opposer le droit, qui n'est pas affaire de vote, qui n'est pas affaire de majorité, des limites posées par le droit à l'action politique, ça semble... Hein, c'est pour ça que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, par exemple, justement, en Allemagne, a été conçue après le nazisme, pour qu'il y ait des limites au pouvoir représentatif. Exactement. En plus, cet exemple de la Cour allemande est assez important parce qu'elle fait suite à une opposition très importante qui avait eu lieu en Allemagne entre deux grands théoriciens du droit, dont l'un disait que c'était une autorité juridictionnelle qui devait garder la Constitution, et l'autre qui disait que ce rôle appartenait au chef de l'État. Et celui qui disait que ce rôle de gardien de la Constitution devait appartenir au chef de l'État, eh bien, c'était Carl Schmitt, qui était donc notoirement un penseur qui a collaboré avec le régime nazi. Et qui ne s'est jamais renié, d'ailleurs. Hein. Qui ne s'est jamais renié, voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, à la sortie du Second conflit mondial, forcément, la parole de l'autre, Hans Kelsen, apparaît comme beaucoup plus légitime. Et en effet, c'est un peu une mise en œuvre de cette idée de Montesquieu qu'il faut qu'il y ait un système dans lequel les pouvoirs se font contrepoids, parce que, selon une formule restée célèbre, hein, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et donc, il faut que lui soient opposés des contre-pouvoirs possibles. Et Montesquieu dit, dans l'esprit des lois, il n'y a que le pouvoir qui peut arrêter le pouvoir. Exactement. Seul le pouvoir arrête le pouvoir, mais exactement. Et donc, c'est vrai que le Conseil constitutionnel, qui n'a pas été conçu au départ comme un véritable contre-pouvoir, s'est présenté, en fait, en quelques années comme ce contre-pouvoir. Je donne un exemple récent. À la suite de la pandémie, Laurent Fabius, qui préside actuellement le Conseil constitutionnel, donc un ancien politique, a déclaré que pendant la pandémie, le Conseil constitutionnel a été une balise des droits et libertés dans cette société anxiogène. Je pense que chacun peut éprouver la valeur de cette affirmation dans la mesure où le législateur n'a eu de cesse que de minimiser les droits et libertés individuelles et collectifs, de les suspendre, de les restreindre assez considérablement, sans que le Conseil intervienne et sans qu'il pose une limite. Au contraire, même, vous vous rappelez que, je crois, le 26 mars 2020, il y a eu une décision constitutionnelle du Conseil constitutionnel qui, au plan formel, est gravissime, non pas à cause du contenu de la loi en elle-même, puisque ça prolongeait les délais dans lesquels doit être examinée la question prioritaire de constitutionnalité, je crois, mais par ses attendus et par son principe. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas eu de violation, en fait, de la loi organique, sans se justifier, sans argumenter, et contre l'évidence, puisque cette violation est manifeste. Oui, alors c'est une décision intéressante parce que d'abord, le Conseil n'a fait aucune communication à propos de cette décision. Alors qu'il fait beaucoup de communication par ailleurs. Il fait beaucoup de communication et lorsqu'il a rendu cette décision, évidemment, il s'est tu. Et c'est une décision qui n'est pas très facile à percevoir parce que justement, il ne dit pas que la loi a été votée en contrariété avec la Constitution. Et il a une rédaction qui dissimule un peu cette idée-là. Pourtant, la violation est manifeste parce qu'en fait, la Constitution prévoit un délai incompressible. Peut-être qu'on reparlera de cette question des délais, du temps qu'il faut pour délibérer. Enfin, c'est une question fondamentale en ce moment. Mais donc, la Constitution dit très clairement que la loi organique, à partir du moment où elle est déposée, le projet est déposé, elle ne peut pas être mise en discussion avant un délai de 15 jours. Et il n'y a aucune exception. Hein, c'est un délai ferme. Et le Conseil constate dans cette décision que le projet a été déposé tel jour et qu'il a été délibéré le lendemain. Et à ce moment-là, donc
Donc là, il n'y a pas de discussion, hein, c'est un jour au lieu de 15 jours. Donc voilà, et c'est ce que prescrit la Constitution. En plus, ce n'est pas une règle pour rien, hein, ce n'est pas juste une procédure comme ça pour s'amuser. Il y a du fond derrière. Il y a du tempo nécessaire voilà, pour la délibération, pour un examen contradictoire, pour un jeu politique, justement. Mais c'est ça, parce qu'on considère quand même, ce sont plusieurs siècles de philosophie politique qui considèrent que les meilleures lois, ce sont celles qui sont délibérées. Et pas seulement en termes de volume horaire, mais aussi en termes de temps. On peut discuter 10 heures sur une semaine ou 10 heures sur un mois, ce n'est pas tout à fait le même résultat non plus. On sait qu'à l'inverse, les pouvoirs cherchent l'exceptionnalité, l'urgence pour agir à leur guise. Constamment. C'est un petit peu la problématique du pouvoir actuel. En tout cas, le Conseil, dans cette décision du 26 mars 2020, dit que, donc, délibérer le lendemain, la loi n'est pas contraire à la Constitution. Ce qui est manifestement faux. Ce qui est manifestement faux. Alors, il trouve une petite justification, mais qu'il n'explicite pas. Il dit « en raison des circonstances particulières », sans donner aucun détail quant à ce que représentent ces circonstances particulières. Là, c'était la crise du Covid. C'était la crise du Covid, sauf que s'agissant de l'objet de la loi, c'était un peu étrange. D'ailleurs, l'intitulé même du projet de loi était très étrange parce qu'il s'agissait de lutter contre la pandémie, alors que c'était le titre de la loi, alors que l'objet de la loi, c'était de suspendre un délai d'examen, justement, d'une question prioritaire de constitutionnalité, en disant, bon, puisque nous sommes dans une période exceptionnelle, eh bien, on n'exige plus du Conseil qu'il se prononce dans un délai de 3 mois, il peut passer outre ce délai. Je précise, cela dit, que la QPC, c'est aujourd'hui considéré comme un droit fondamental. Donc on suspend un droit fondamental en violant la Constitution et le Conseil ne dit rien. Absolument rien. Et alors cette fameuse QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, ça a été un élément, alors en termes de communication, très important, il me semble, je crois m'en souvenir, il y a quelques années, justement pour mettre en avant le fait que nos institutions sont démocratiques, qu'elles présentent des garde-fous, malgré les circonstances troubles de leur naissance en 1958, et puis aussi le fait que le présidentialisme, avec l'alignement de la législature, de l'Assemblée et du quinquennat, est renforcé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de cohabitation, il ne peut plus y avoir de limites, contrairement à ce que Montesquieu voulait, finalement, lorsque, et c'est presque fatal, l'Assemblée est du côté du président. Cette question prioritaire de constitutionnalité permettait, il y a eu beaucoup de pubs autour de ça, permettait à tout un chacun, finalement, face à l'arbitraire des institutions, de faire valoir que ces petits droits d'individu, bien qu'il soit un petit individu, justement, étaient violés. Alors, oui, il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Alors, on n'a pas introduit cette QPC à l'allemande. On parlait tout à l'heure de la cour allemande, en ce sens qu'en Allemagne, on peut faire valoir justement une atteinte à son droit fondamental par n'importe quelle institution publique, devant la Cour constitutionnelle. En France, on ne peut pas faire ça. C'est simplement lorsqu'on a affaire à la justice et que le juge doit s'appuyer sur une loi pour résoudre le problème, pour donner sa décision, et que l'on constate que cette loi est peut-être contraire à la Constitution, que donc le justiciable a la possibilité de dire « Oh là, mais cette loi, elle n'est pas conforme à la Constitution, donc on ne peut pas me l'appliquer ». Et donc à ce moment-là, si on trouve que la question est sérieuse, ça remonte jusqu'au Conseil constitutionnel qui va statuer sur effectivement la constitutionnalité de la loi, si par exemple il n'avait pas statué déjà avant sur cette loi lorsque elle venait d'être adoptée. Alors, le Conseil insiste depuis des années et toujours aujourd'hui pour dire que c'est vraiment un droit supplémentaire donné aux citoyens. Alors en théorie, oui, mais c'est peut-être l'occasion on va dire, de parler un peu de ce dont je parle vraiment dans le livre, à savoir que finalement on lui a donné cette mission très importante au Conseil en 2008, sans changer du tout sa nature. Et sa nature, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une instance qui est composée quasi exclusivement de personnes qui ont eu soit une carrière politique assez longue, puisque comme je le fais remarquer, pour entrer au Conseil, il faut dans l'ensemble plutôt être un homme blanc âgé de plus de 60 ans. Bon. Il faut par exemple avoir été un ancien président de la République. Pardon ? Il faut par exemple avoir été un ancien président de la République. Oui, alors ça c'est peut-être aussi une autre question parce qu'ils en sont membres de droit, ouais. Ce qui est une anomalie absolument incroyable, en sachant que bon, aujourd'hui les 2 anciens présidents en vie, à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande, n'y siègent pas.
Ils pourraient revenir, hein, rien ne leur interdit pour le moment, mais ils n'y siègent pas. Donc, ils ne sont pas parmi les 9 alors? Ils ne sont pas parmi les 9. Non, ils s'ajoutent aux 9. Ouais, exactement. Ils s'ajoutent aux 9 membres nommés. Et les 9 nommés alors, comment est-ce qu'ils sont nommés? Alors, ils sont nommés par le président de la République, 3 par le président du Sénat et 3 par l'Assemblée nationale. Et chacune de ces personnalités, avant d'être nommée, doit passer une audition devant une commission de parlementaires depuis 2010. Mais alors, il faut vraiment voir le déroulement de ces auditions, parce que c'est 1h30 d'audition, très complaisante. Généralement, on se connaît entre collègues, puisque ici, un ancien ministre, ici, un ancien parlementaire, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien Premier ministre. Et voilà, tout ce petit monde se connaît. On présente en fait les gens pour service rendu, parce qu'avant même de se retrouver devant cette commission, il faut avoir été proposé. Il faut être proposé par l'une des 3 autorités. L'une de ces 3 instances. Voilà. Et on imagine bien que le président ou le président du Sénat choisissent des gens... je ne sais pas, qui ont rendu des services. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est l'éthique, ce que j'appelle moi l'éthique des autorités de nomination. Parce que, en soi, on va dire, le caractère politique des nominations n'est pas une exception dans le concert des pays qui ont une cour constitutionnelle ou suprême. Partout, les nominations sont politiques. Aux États-Unis, elles sont très, très politiques. Elles sont même beaucoup plus politiques qu'auparavant. Ça a basculé d'ailleurs dans le milieu des années 80 aux États-Unis. Donc, c'est peut-être pas tant le problème, même si ça peut se discuter. Ça, c'est une autre question, la composition et le mode de nomination, on pourrait en reparler. Mais en tout cas, ça ne représente pas une exception aujourd'hui. Mais ce qui est une exception, c'est le fait que nos autorités politiques décident de nommer des autorités politiques, ce qui n'est pas le cas dans les autres cours. On nomme toujours, alors ça peut se discuter aussi, hein, mais on nomme toujours des personnes qui ont une très très grande expérience dans le domaine du droit, une formation... Des juristes. On nomme des juristes. On nomme des juristes, voilà. Alors ça peut se discuter, mais au moins, on va dire qu'au moins... Ça ne confère pas un caractère immédiat de connivence politique. Parce que du coup, ce que ça fait, et j'insiste, et c'est l'originalité, je pense, l'une des originalités de mon livre, c'est la conception de l'indépendance que j'y déploie. Parce que pour moi, être indépendant, ça n'est pas simplement avoir un salaire et ne pas recevoir d'ordre des autorités que l'on contrôle. C'est aussi une indépendance de pensée vis-à-vis de ces autorités. Or, quand vous nommez quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, ministre, député, Premier ministre, donc pendant plusieurs décennies... Là, vous parlez de Laurent Fabius. Oui. Par exemple, donc le président actuel du Conseil constitutionnel, eh bien, pouvez-vous vous imaginer qu'il a une manière de penser qui est différente des autorités qu'il contrôle? Or, c'est ce qu'on lui demande. S'il prétend être un contre-pouvoir, c'est-à-dire s'il prétend opposer aux autorités politiques une autre parole qu'une parole purement politique et contingente, c'est-à-dire une parole plus fondamentale, plus stable, qui est la parole constitutionnelle, eh bien, il doit nécessairement avoir appris à penser autrement. Et ce n'est pas le cas de nos autorités politiques, qui en plus souvent même se retrouvent dans des situations de conflit d'intérêts, qui sont proprement incroyables, hein, si on veut dire qu'il s'agit de justice. Là, vous avez une ministre qui siège à propos d'une loi, donc il va dire si cette loi est conforme ou non à la Constitution, à propos d'une loi qu'elle a elle-même défendue et dont elle a rédigé la circulaire d'application comme ministre. Et c'est ensuite elle qui va juger de sa constitutionnalité. Exactement, voilà. Parmi les sages. C'est arrivé lorsque Jacqueline Gourault, ancienne ministre, est entrée au Conseil constitutionnel en 2022. Quelques jours après, elle s'est retrouvée dans cette situation. Et le plus incroyable, c'est qu'elle n'a pas jugé utile de se déporter, c'est-à-dire de dire « Ah, je ne siège pas, donc vous allez juger sans moi parce que j'ai un conflit d'intérêts. » Et ça, c'est une attitude qui semble absolument normale au Conseil constitutionnel. C'est très étrange. Et en tout cas, ça n'est pas la garantie d'une bonne justice. Alors, il y a cette question de l'influence exercée par le biais de la nomination, mais aussi et surtout via le fait que ces gens, finalement, sont les mêmes. Ceux qui jugent que ceux qui sont jugés, c'est le même groupe. Mais vous parlez aussi du fonctionnement procédural.
Oui. Du fait qu'il n'y a pas de travail contradictoire et que cette Cour ne juge pas finalement comme une vraie Cour de justice, comme une vraie instance judiciaire. Eh bien oui, c'est proprement étonnant. Le défenseur de la loi et l'expert, alors plus que le défenseur, mais l'expert de la loi, celui qui va pouvoir dire les enjeux, qui va pouvoir expliquer les enjeux de la loi, c'est le gouvernement, toujours. C'est-à-dire que les membres du Conseil constitutionnel ne se font pas d'idées par eux-mêmes de ce qu'il y a dans cette loi. C'est ça qui est incroyable. Ils demandent au gouvernement de leur dire ce qu'il y a dans la loi et ce que ça représente, quels sont les enjeux sociétaux, constitutionnels, etc. Ce gouvernement, ce dialogue, se fait pas dans le plus grand secret, mais il se fait à deux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre personne, aucune autre instance. Le Parlement ne défend pas la loi devant le Conseil constitutionnel, c'est proprement incroyable. Il n'y a aucun autre groupe qui défend la loi. Il pourrait y avoir des groupes associatifs ou de citoyens lorsque leurs intérêts spécifiques sont en jeu. Voilà, exactement. Alors ça arrive lorsque c'est une QPC. Ça arrive, mais ça n'est pas le cas lorsque c'est un contrôle qui est dit a priori, c'est-à-dire avant que la loi entre en vigueur, à partir du moment où elle a été adoptée. Donc il y a une sorte de duo qui se fait entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel, et donc pas de véritable débat contradictoire. Et vous parliez d'entre-soi, quand vous avez le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui quitte ses fonctions pour devenir secrétaire général du gouvernement, en fait, il va rester au Conseil constitutionnel. Il aura bien sa place, parce qu'il va continuer, en fait, pratiquement à faire le même travail. Et donc, il y a le même type de pensée qui va avancer comme ça, et encore une fois, sans contradiction. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années, lorsque Marc Guillaume est devenu secrétaire général du gouvernement. Oui. D'accord. Et alors, là, dans les jours qui viennent, je crois mi-avril, la loi retraite, qui est passée sans vote à l'Assemblée nationale, donc, puisque le gouvernement a engagé sa responsabilité et les députés républicains ont été solidaires d'Elisabeth Borne, cette loi va passer devant le Conseil. Comment ça se passe ? C'est un groupe politique à l'Assemblée qui demande au Conseil constitutionnel de statuer, ou est-ce que automatiquement le Conseil constitutionnel examine toutes les lois qui passent ? Comment ça va se faire ? Non, il n'est pas automatiquement saisi de toutes les lois, en tout cas de ce qu'on appelle les lois ordinaires. Autant il contrôle systématiquement les lois organiques, mais les lois ordinaires, il faut qu'ils soient saisis. Alors pour être saisi, c'est 60 députés ou un groupe de 60 députés au moins ou de 60 sénateurs, le Premier ministre, le Président de la République et les présidents des assemblées. Toutes ces autorités peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Donc ça peut se faire assez souvent, ça peut se faire assez facilement. Ça peut se faire assez facilement. Néanmoins, on ne se rend pas toujours compte comme ça, mais on parle beaucoup de la réforme des retraites, mais depuis, le Parlement est déjà au travail et il est déjà en train d'adopter d'autres textes de loi. Donc en réalité, il n'est pas saisi de toutes les lois, d'où l'intérêt d'ailleurs de la QPC. La question prioritaire de constitutionnalité, je rappelle, qui intervient lorsque un justiciable s'estime lésé par une loi, ce qui est une manière finalement de la modifier, mais non pas de façon législative, non pas par l'Assemblée, mais par la pratique finalement. Oui, en quelque sorte. Le Conseil a même la possibilité d'abroger une loi ou une disposition de la loi qui est contraire à la Constitution alors qu'elle est déjà entrée en vigueur. Voilà, s'il a été saisi de cette QPC. Donc là, sur la réforme des retraites, il a été effectivement saisi notamment par les parlementaires qui ont présenté un argumentaire. Et donc là, le Conseil, a commencé ces échanges dans le cadre de ce duo avec le gouvernement. Ensuite, ça ne se passe plus qu'entre deux. Ensuite, globalement, ça ne se passe plus qu'entre deux, oui, absolument. Alors, sauf que tout le monde a la possibilité de déposer auprès du Conseil ce qu'on appelle une contribution extérieure pour donner son avis. Alors, cette contribution, elle ne fait pas partie de la procédure. Le Conseil est libre de consulter cette contribution ou pas.
Mais qui peut la présenter? Un groupe qui se constitue parce qu'il considère qu'il est intéressé? Oui, on pourrait imaginer que des syndicats, par exemple, oui, ça se fait des fois, présentent quelque chose, ça se fait. Des arguments, en Absolument. plus de ceux posés par les 60 députés ou plus, auprès du Conseil contre la loi. Exactement, ça se fait, mais le Conseil a toute liberté pour lire ou ne pas lire, pour prendre en compte ou ne pas prendre en compte. Et d'ailleurs, il ne cite jamais les contributions extérieures lorsqu'il rend sa décision. Et on ne sait jamais s'il s'est fondé sur des contributions, on ne sait jamais celle qu'il a lues, celle qu'il n'a pas lues. Alors, vous allez voir que ça prend un tour problématique, parce que pendant très longtemps, les champions de ces contributions extérieures, ça a été des grands groupes économiques qui payaient de grands avocats d'affaires ou de grands professeurs de droit pour rédiger donc un argumentaire, soit contre la loi, soit en faveur de la loi, en fonction des intérêts qui étaient les leurs. Si la loi portait atteinte à leurs intérêts, évidemment, ils argumentaient en faveur de la censure. Si au contraire la loi protégeait leurs intérêts, eh bien, ils argumentaient en faveur de la déclaration de conformité. Le problème, c'est que pendant longtemps, ces contributions ont été complètement secrètes, en ce sens qu'on ne savait même pas que ces groupes déposaient des contributions. Et certains anciens membres du Conseil constitutionnel ont avoué que ces contributions, pour eux, de ces grands groupes économiques, étaient très utiles parce qu'elles les informaient sur la loi et sur la Constitution. Alors, ce qui est, j'allais dire, un aveu d'une légèreté coupable, dans la mesure où c'est aussi avouer qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de se faire une idée sur la loi et la Constitution, ce qui est vraiment complètement étrange. En même temps, quand on voit leur parcours, c'est un peu normal. Ils n'ont pas d'expérience en la matière et ils n'essayent pas de l'acquérir, d'ailleurs, en général. Alors, c'est un peu très affirmatif, hein, ce que je raconte, mais disons que les décisions montrent, et les témoignages que l'on a montrent que ce travail n'est pas très approfondi. Alors, je cite souvent, je sais que ça a l'air un peu facile, mais c'est quand même tellement révélateur de ce qui se passe. Lorsqu'Alain Juppé a été nommé à la mairie, pas à la mairie de Bordeaux, mais justement au Conseil constitutionnel. Ancien Premier ministre. Voilà. Eh bien, un ancien collaborateur de la mairie de Bordeaux a déclaré à la radio « Je suis très content pour lui ». Parce que désormais, il aura peut-être un peu moins de travail qu'à la mairie de Bordeaux en entrant au Conseil constitutionnel. Ouais. Donc, c'est dire l'estime dans laquelle on tient le travail du Conseil constitutionnel dans le milieu politique. Hein, c'est-à-dire comme un travail de rien, en quelque sorte. On a l'impression que c'est un lieu honorifique de pré-retraite, au fond. Voilà, Alain Supiot, dans sa préface, dit oui. C'est une maison de retraite pour des personnalités bien en cours. Oui, le livre, je le rappelle, est préfacé par Alain Supiot, professeur de droit au Collège de France. Voilà. Et je crois que c'est une excellente formule, parce que de fait, c'est ce qui paraît se passer. Alors pourtant que l'enjeu est absolument crucial et ne devrait pas du tout relever justement de la pré-retraite pour ceux qui ont affaire à tout ça. Ce que vous décriviez à l'instant avec les argumentaires présentés de façon non publique par les avocats de grands groupes financiers ou commerciaux ou privés, ça s'appelle du lobbying tout simplement. Oui, bien sûr. Le Conseil constitutionnel est devenu une place de lobbying très importante et ça illustre toute la potentialité de la mission qu'exerce le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les lobbies se sont rendus compte qu'il y avait un dernier acteur dans la fabrication de la loi. C'était le Conseil constitutionnel qui pouvait dire oui ou non à la loi, en quelque sorte. Alors, pas au nom de n'importe quoi. Je précise quelque chose de très important, c'est que souvent, quand on critique le Conseil constitutionnel, enfin jusqu'à présent dans l'espace public, c'était au nom d'une certaine rhétorique qui est celle du gouvernement des juges. Oui. On disait il ne faut surtout pas que des personnes qui ne sont pas élues puissent juger de la loi et déclarer que la loi ne peut pas entrer en vigueur parce que c'est une atteinte au principe de la souveraineté nationale. C'est un petit peu problématique parce que ça voudrait dire qu'il suffit d'être élu pour avoir tous les droits. Oui, il n'y aura pas de principe juridique supérieur. Et ça veut dire que c'est nier le principe même de la Constitution et du constitutionnalisme. Parce que la Constitution, elle est faite précisément pour limiter la parole du législateur, pour dire à un moment donné, vous ne pouvez pas aller trop loin. On fixe des limites générales, il y a le principe d'égalité, il y a la liberté, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le fondement ultime
Voilà, il y a les, je sais pas, il y a le droit à l'emploi, le droit à l'instruction qui sont inscrits dans le préambule de 46, et ça doit constituer des limites pour vous, pour votre action. Et ça veut dire que cette mission est très importante et qu'elle doit être prise au sérieux. Et en fait, moi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je me suis rendu compte, au regard de l'état de fonctionnement du Conseil constitutionnel, eh bien que cette parole constitutionnelle, qu'on la discute ou qu'on ne la discute pas, c'est-à-dire qu'on pourrait discuter de ce qu'il y a dans la Constitution, mais en tout cas, en tant qu'elle représente une parole plus fondamentale que la parole de la loi, eh bien, n'est absolument pas prise au sérieux. Et même, on est à la limite de la tromperie. Lorsque le Conseil lui-même défend un discours en tant qu'il serait le gardien des droits et libertés, un discours qui est d'ailleurs un peu trop facilement repris par la presse et par les observateurs juristes. Vous parlez longuement d'une forme de collusion des universitaires avec le Conseil constitutionnel, au fond. Alors, collusion des juristes eux-mêmes. Hein. Oui, il y a tout un travail comme ça. C'est une question. Je vais peut-être vous raconter une anecdote à ce propos parce que ça m'avait paru vraiment très étrange. Lorsque Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et lui aussi ancien ministre et président de l'Assemblée nationale, et fils de celui qui a fait la Constitution, Michel Debré, le premier ministre de Gaulle. Oui, quand on parle d'entre-soi. Oui, une autre anecdote justement, avant que j'arrive à celle que je voulais avancer. J'ai entendu Jean-Louis Debré dans un colloque au Conseil constitutionnel, parce qu'effectivement les universitaires fréquentent beaucoup le Conseil constitutionnel, dire qu'il avait retrouvé dans les papiers de son père un témoignage de ce qu'il avait bien envisagé dès 1958, le Conseil constitutionnel comme une sorte de gardien des droits et libertés. Alors, je ne sais pas si c'était, comment dire, un peu romancer son histoire, mais en tout cas, c'est ce qu'il a. En tout cas, c'est une affaire de famille, quoi. C'est une affaire de famille, Debré, voilà, exactement. Eh bien. Alors du coup, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. La première anecdote, oui. Lorsqu'il a écrit son ouvrage, à la sortie du Conseil constitutionnel, donc en 2016 ou 2017, je n'ai pas lu tout de suite cet ouvrage. Et j'ai entendu pas mal de mes collègues parler de cet ouvrage. Bon, j'entendais dire des choses ici ou là, et puis quelques mois plus tard, je le lis. Et en fait, je suis restée très interloquée par ce que j'y trouvais et que je n'avais pas entendu chez mes collègues. Parce qu'il y avait des choses tout simplement incroyables. Lorsque, par exemple, Jean-Louis Debré déclare qu'en tant que président du Conseil constitutionnel, il déjeune régulièrement avec des patrons, avec le président du MEDEF, que ceux-ci lui témoignent de ce qu'ils sont plutôt très contents de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, eh bien, c'est tout simplement renversant. Et il l'avoue très honnêtement. Alors, je précise évidemment que Jean-Louis Debré ne dit pas que, par ailleurs, il déjeunait avec le secrétaire général de la CGT ou d'un autre syndicat de travailleurs. Non, c'est bien avec les patrons qu'il déjeune. Il l'avoue. Et moi, ce qui m'a interloquée, c'est que je n'ai pas entendu l'un de mes collègues parler de cet aveu, comme si c'était presque normal. Donc j'ai vraiment là à commencer peut-être ma conscience du caractère très problématique du Conseil constitutionnel et du fait que les universitaires ne jouaient peut-être pas suffisamment bien leur rôle d'observateur et d'alerte, en quelque sorte, parce que nous avons une compétence pour savoir ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'un juge ? À quelles conditions est-on un juge? À quelles conditions est-on impartial? À quelles conditions rend-on la justice en l'absence de conflit d'intérêts? À quelles conditions la justice est contradictoire? Et à toutes ces conditions, le Conseil ne répond pas. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Aux gens qui disent qu'il faudrait absolument un jour séparer le MEDEF et l'État, un peu comme une blague, hein, oui. Vous donnez là un élément absolument saisissant. Mais oui, mais ça montre aussi que le Conseil constitutionnel n'est définitivement pas un contre-pouvoir, mais une annexe du pouvoir. Je l'appelle un collaborateur du pouvoir et pas un contre-pouvoir. C'est pas rassurant, donc on va peut-être terminer là-dessus en ce qui concerne l'avenir de cette entreprise de réforme des retraites. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez un scénario probable pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Alors, je ne vois aucun scénario probable. Il a annoncé sa décision pour le 14 avril. Bien entendu, tous les regards sont tournés, peut-être comme ils ne l'ont jamais été, vers le Conseil constitutionnel. Donc, il se sait surveiller. Le passé nous a montré qu'il ne rendait... Enfin, je dirais,
il ignore une partie de la Constitution, et notamment le versant social de la Constitution. Je crois que c'est quand même assez clair. Sera-t-il piqué au vif par tous les débats qui ont lieu actuellement? Pour montrer qu'il est indépendant. Pour montrer qu'il est indépendant, peut-être. Mais je tiens vraiment à dire que s'il le faisait, alors ce serait une victoire pour le camp social maintenant. Mais pour une bonne décision, et il y en a eu d'autres dans le passé, quelques bonnes décisions, c'est 100 autres décisions qui ne sont pas si bonnes. Le Conseil, depuis des années, laisse passer toutes les atteintes aux droits et libertés individuelles et collectives, mais censure scrupuleusement les atteintes qu'il considère comme excessives à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle. C'est-à-dire qu'il limite, ça va toujours dans le même sens. Et sens même idéologique néolibéral, quoi. Exactement, et ça se renforce depuis plusieurs années, même cette ignorance du versant social de la Constitution se renforce à mesure que justement les gouvernants détricotent l'État social. Eh bien, le Conseil avalise ce détricotage. Et donc, on serait bien content si le Conseil censurait complètement, je dis bien complètement, la loi portant réforme des retraites, mais il ne faudrait pas considérer pour autant que le Conseil, pour l'avenir, est une bonne institution et est un contre-pouvoir. Ce ne serait pas pour autant une garantie, parce que ça ne changerait pas le fonctionnement structurel si problématique, comme vous le montrez dans ce livre, donc, au titre absolument sans ambiguïté, La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. C'est aux excellentes éditions indépendantes Amsterdam, avec une préface d'Alain Supiot. Merci beaucoup, Laureline Fontaine, d'être venue nous parler du livre et de la situation actuelle. Eh bien, merci beaucoup à vous.